Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle du lieu de travail. Alors c'est quoi un lieu de travail? C'est un lieu de sociabilisation ou c'est un lieu où on vient travailler? On va en parler avec Mathilde Boré, elle est DRH de 55, elle est notre invitée. Smart et Réglo, les lanceurs d'alerte en entreprise. Alors il y a eu plusieurs étapes, une première loi il y a quelques années et puis une loi plus récente en 2022. On va en parler avec Myriam de Gaudusson, avocate en droit social, associée au cabinet Franklin. Et puis le cercle RH, alors là on est dans l'actualité, on va parler du dialogue social. Est-ce qu'il est en perte de vitesse ce dialogue social? On reviendra sur les déclarations du président Macron sur la réforme des retraites, il tend la main aux syndicats. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui le dialogue social? On fera le point avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la rétention de talents féminins. Comment retenir les talents dans l'entreprise? On fera le point avec Drifa Choulet, elle est coach. Le premier jour, c'est le nom de son entreprise. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on s'intéresse aujourd'hui à un sujet dont on parle beaucoup dans l'émission, le lieu de travail. C'est quoi un lieu de travail? Le Covid, ça peut être votre appartement tout petit, ça peut être la maison de campagne ou un hôtel ou un coworking très loin, dans des paradis ensoleillés. On en parle avec Mathilde Boré. Bonjour Mathilde. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, DRH de 55. D'abord quelques mots sur votre entreprise pour qu'on comprenne aussi pourquoi vous avez souhaité venir nous parler de télétravail, de full remote. Elle a grossi très vite, l'entreprise. Elle a grossi très vite et significativement. Donc, elle a été créée en 2010. C'est une société de conseil en marketing digital. Donc, elle a été créée par d'anciens dirigeants de Google Europe, qui ont quitté Google pour créer cette société au moment où ils se sont rendus compte que la donnée était essentielle et qu'il fallait aider les entreprises à comprendre leurs données et grâce à ça à améliorer leur marketing digital. Donc voilà ce que fait 55 depuis 12 ans maintenant. Moi j'ai rejoint la société il y a une dizaine d'années. On était 35, aujourd'hui on est 350 et on s'est étendu à travers le monde, oui, c'est à peu près sur toutes les zones géographiques. Vous n'êtes pas qu'en France. Donc le profil de ceux qui poussent la porte de l'entreprise 55, c'est des gens de la tech, c'est des jeunes, c'est quoi? C'est l'ambiance Google chez vous? On n'arrive pas à situer, il y a un peu de ça quoi. Il y a un peu de ça, c'est un peu cool. L'esprit Google. Je pense qu'on a importé chez 55 pas mal de... Vous avez sondé les cœurs, et ça c'est la DRH qui l'a fait pendant le Covid, en demandant à vos collaborateurs, alors vous vous situez où? C'est quoi vos envies? Ils disent on veut plus de flexibilité. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, vous répondez, ok, pas de souci, mais ça ne sera pas du full remote. Oui, on est passé par une période, avant, pré-Covid, c'était du 100% présentiel, évidemment. Pour nous, le conseil, ça ne se pensait qu'en présentiel. On va voir les clients, toute la relation client, on ne peut pas se faire à distance, etc. Donc on avait vraiment du full présentiel, pardon. On est passé en full télétravail contraint pendant le Covid. Et on s'est dit, ok, pas le choix. Et après ça, à quoi ça peut ressembler le post-Covid? Donc on a une période pilote de 6 mois où on a vécu avec un équilibre 60-40, c'est-à-dire minimum 60% du temps au bureau et 40% du temps à la maison, organisé sur le mois, donc pas forcément 3 jours par semaine, mais ça correspond à peu près à ça dans les grandes lignes. Et ça allait à tout le monde, ça? C'est comme ça qu'on est revenu. Les gens avaient vraiment une volonté de revenir. Je pense qu'on avait créé des liens pré-Covid. Les gens avaient vu que c'était très difficile, notamment d'onboarder des gens à distance, parce que nous, on recrute énormément. Oui. Et donc, la conclusion, c'était que ça nous semblait en tout cas un très bon équilibre. Les gens étaient heureux de revenir. Qu'on a vécu comme ça pendant 6 mois. Et après, on s'est dit, OK, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a sondé les salariés. Ils demandaient toujours plus de flexibilité, bien sûr. Puis il y a eu pas mal d'échanges avec le CSE, qui sont des gens qui sont là de longue date, qui aiment l'entreprise. Vous signez un accord? Ça marche. On signe un accord et on pérennise le 60-40 en accord avec le CSE. On avait hésité entre une inversion de la... 3 jours, 2 jours, c'est ça, 60-40? Dans les grandes lignes, c'est 3 jours, 2 jours. Ça peut être lissé sur le mois, donc on s'arrange comme on veut. L'idée, c'est d'être présent, plus présent dans l'entreprise qu'on est présent chez soi. 60 présentiel, 40% à distance. Rentrons un peu dans les détails. La moyenne d'âge de votre entreprise, parce que c'est 29-30 ans.
C'est ça. Ouais. Donc c'est cette catégorie dont on parlait sur le plateau pendant le Covid qui, contrairement aux apparences du cadre qui avait une famille et une maison de campagne, lui, il avait plutôt envie de venir au boulot en fait. Oui. C'était ça le C'est profil. assez pénalisé. Enfin, il y en a plein qui sont allés dans leur famille, évidemment, en province, et qui ont eu une belle vie. Mais pas tous. Mais pas tous. Et il y a des gens qui étaient enfermés chez eux dans des petits appartements et qui ont pas mal souffert de cette situation. La DRH que vous êtes et qui connaissez bien l'entreprise, vous y êtes depuis 10 ans, donc vous en connaissez, je dirais, la culture, l'ambiance, l'histoire. Vous vous êtes adapté, vous aussi, vous vous êtes dit, après tout, bon ok, on fait 60-40, donc il y a 40 à distance et 60 sur place. Est-ce qu'on réinvente la manière de venir au travail ? On est obligé de se réinventer, c'est sûr. Nous, on a fait le choix du passage en flex office, qu'on n'avait pas auparavant. Et pour autant, on a gardé la même taille de bureau. Il y a des boîtes qui ont décidé de réduire la taille de leur bureau. C'est vrai. En fait, nous, on a dit non, on garde les bureaux tels qu'ils sont. En revanche, on va réduire les espaces de travail classiques avec les bureaux, chacun derrière son bureau. Mais Parce plus... que ça, on peut le faire bien à la maison. Ouais, évidemment. Et faire plus d'espace de convivialité. Là, on est en train de créer un grand café 55 à l'entrée. Donc, c'est tout un open space qui va être... Donc, la porte d'entrée de l'entreprise, c'est un café convivial. On y rentre, on peut prendre un café, on se pose. Les collaborateurs peuvent venir bosser dans le café. Exactement, c'est ça l'idée, se rencontrer par hasard. On pense que les rencontres fortuites stimulent aussi la créativité. Enfin, voilà, on pense qu'il y a énormément de bienfaits. Donc, en fait, vous ne créez plus des lieux de travail classiques avec le bureau, l'ordinateur qu'on a avec le petit mug et la petite photo de famille. Vous créez quoi, un écosystème où tout le monde se croise, se rencontre au café, dans les étages. C'est ça l'esprit ? On a toujours l'espace classique. On essaye de faire en sorte que les gens gardent aussi le côté... ils ont un attachement à leur bureau, évidemment. Donc, il faut qu'on essaye de conserver ça. Donc, on va essayer de créer... toutes les caissons dont on entend parler, tout ça, on va être obligé. Alors ça, c'est les caissons, pour être précis, c'est les caissons dans lesquelles on peut passer un coup de fil, dans lesquelles on peut s'isoler. Non, mais soyons... Non. Parce qu'on appelle ça aussi un caisson. Tout à fait. Non, ça, on en a, évidemment. On a dû multiplier le nombre de salles de réunion, parce que maintenant, on est en travail hybride, donc évidemment, ça nécessite d'avoir beaucoup plus d'espaces de réunion. Mais aussi, en effet, des espaces où on peut se rencontrer. Et puis, quand je dis caisson, c'est plus les endroits dans lesquels on va ranger ses affaires en fin de journée. Ah, c'est comme dans les lycées aux États-Unis. Exactement, à l'américaine. Son petit casier. Exactement, son casier, tout à fait. D'accord. Le mot est plus juste. Donc, on ouvre son petit casier le matin, on peut poser des choses ou repartir, laisser ses affaires, repartir. Exactement. Et puis, on va leur créer des petites boîtes pour qu'ils puissent tout installer facilement, que ce soit agréable. Mais sur le fond, il n'y a pas de salariés qui vous ont dit écoute, on est dans la tech, moi j'ai envie de partir à Tenerife, j'ai envie de partir en Espagne, j'ai envie de partir à Barcelone, je veux faire du 100% télétravail, full remote. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela ? Vous les perdez ou vous leur dites écoute, c'est le modèle qu'on a inventé et c'est ça, ou tu t'en vas ? On pense que le pari du full remote, c'est vraiment un pari court-termiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se disent ben voilà, la balle elle est plutôt dans le camp des salariés, oui, c'est eux qui ont la main aujourd'hui, donc on va tout accepter. Pas totalement faux quand même. Pas totalement faux. La tendance c'est un peu inversé, on est d'accord. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes de salariés et plus tant de salariés que ça aujourd'hui disponibles. C'est le même problème un peu partout. Mathilde, il nous reste une minute, mais en termes de marque employeur, c'est vendeur ou pas ? Parce que vous venez nous présenter l'idée que vous assumez totalement 60 présentiels et 40 en distanciel. Quand vous recrutez, vous avez des gens dans votre bureau que vous recevez. Comment ils réagissent ? Non, on pense que les gens aiment être ensemble, qu'on vient au bureau pas que pour travailler. C'est le pari que vous faites. C'est le pari qu'on fait. Mais on le constate, c'est-à-dire qu'on l'a vécu. On sait combien les gens aiment être ensemble. On crée beaucoup d'événements pour donner envie aux gens de venir. On voit que ça fonctionne. On a un CSE ultra actif qui organise des escape games, des courses. Enfin, il y a énormément d'événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la nourriture aussi. On fait des lunch and learn. On fait des petits déjeuners quand on accueille tous les nouveaux. C'est eux qui organisent un très grand petit déj. Tout ça fédère beaucoup. Et les gens ont besoin de ça. Et on pense qu'il y a l'humain, c'est plus important que quoi que ce soit d'autre. L'entreprise comme un espace de travail et de convivialité et d'échange et de sociabilité. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit et c'est ça qui fait qu'on peut retenir les gens. C'est les liens sociaux et le plaisir qu'ils ont à être ensemble. Merci. C'est notre conviction. Merci Mathilde Borret d'être venue nous éclairer sur ce style 55 avec ce 60-40, cette ambiance, cette envie aussi de revenir sur son lieu de travail. Voilà. Merci d'avoir fait un détour par le studio de Smart Job. On parle de droit, ça intéresse les DRH évidemment, les lanceurs d'alerte. C'est un sujet qui a beaucoup évolué. Il y a une loi récente de 2022 et on en parle avec Myriam de Gaudusson.
Le Smart et réglo avec les lanceurs d'alerte. On en a déjà parlé sur ce plateau, mais là, on va faire un focus encore plus précis avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Avocate en droit social, associée au cabinet Franklin. Alors, d'abord, quelques mots quand même pour qu'on resitue un tout petit peu les enjeux de ces lanceurs d'alerte. Plusieurs lois, dont une loi récente de 2022. Oui, en résumé, l'initiative de Michel Sapin, dès 2013, était de tenter d'éviter les freins au développement économique et de canaliser les procédures destinées à contrôler la corruption, le harcèlement, la discrimination. Loi Sapin 1, Sapin 2. Voilà, 2013-2016, donc qui ont lancé les premiers jalons du lanceur d'alerte, avec un système de protection. C'est ça. Ce dispositif législatif marchait très bien. Monsieur Wasserman, en mars 2022... L'auteur de la loi. Tout à fait, a instauré des compléments. Ces compléments visent à renforcer la protection du lanceur d'alerte, ouvrir les champs des possibilités. Ça, c'est important. Oui, puisque aujourd'hui, le signalement d'un délit, d'un crime ou d'un manquement peut se faire soit par le biais d'un canal interne, c'est-à-dire interne à l'entreprise, ou externe, défenseurs des droits qui commencent à prendre de plus en plus de pouvoir, ou les associations, les autorités administratives, genre DGT, Direction Générale du Travail, sachant que la loi a aussi instauré les facilitateurs, donc ces fameuses associations qui viennent en appui du lanceur d'alerte. Un exemple concret, la loi de 2022 de Wasserman élargit au harcèlement. D'accord, on est bien d'accord. Ça a toujours été le cas. Mais là, il donne quoi en plus, Wasserman ? Dès le départ, dans les lanceurs d'alerte Sapin 1 et 2, mais personne n'en parlait à l'époque. Alors, très en peu. réalité, les dispositifs étaient mis en place au sein des groupes et au sein des sociétés, surtout dans les groupes, puisqu'aujourd'hui, la loi Wasserman impose aux sociétés de plus de 50 salariés de mettre en place ces traitements. Auparavant, c'était dans les grands groupes. Donc, les mécanismes de neutralisation d'un harcèlement dans un groupe marchaient bien. Aujourd'hui, avec la loi Wasserman, qui concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés sur 2 exercices consécutifs, on voit bien que ce mécanisme va être généralisé. Alors Myriam, j'évoquais un point de droit, et ça c'est intéressant d'avoir un spécialiste, une spécialiste, c'est qu'on voit l'esprit de la loi. Oui. La loi Wasserman est une loi de 2019 et qui, dans les décrets, arrive en 2022, pour le dire simplement. Mais vous découvrez, vous l'avocate, qu'entre le texte voté par le législateur et les décrets d'application, il y a un petit trou dans la raquette qui pose un certain nombre de soucis. Oui, alors la loi est quand même bien faite. Elle prévoit un certain nombre de mesures pour permettre aux lanceurs d'alerte d'exercer son signalement. S'exprimer librement. Tout à fait, et sans contrepartie, puisqu'avant c'était la notion des intéressés. Bon. Ce qui se passe en pratique, puisque l'obligation de mettre en place un traitement des alertes est en vigueur depuis le 1er septembre 2022, de manière effective pour les entreprises de plus de 50. Donc nos clients se sont vraiment penchés sur la question et il s'avère qu'on a découvert un petit trou puisque le mécanisme de mutualisation des traitements des alertes n'existe que pour les entreprises de 50 à 249 salariés. Pas pour les autres. Non, alors que la loi prévoyait... Donc les grands groupes y échappent. La possibilité pour les groupes de le faire, mais par décret, et le décret ne l'a pas précisé. Mais ça change quoi pour un groupe ? Vous me dites, on peut pas centraliser, imaginons un grand groupe du CAC 40, qui aimerait quoi ? Consolider dans toutes ses filiales tous les dossiers. Alors en réalité, imaginez-vous, mettez-vous à la place du lanceur d'alerte qui travaille dans une usine. En dehors de l'Île-de-France, il constate de la violation, un manquement. Il a envie d'en parler parce qu'il trouve ça pas normal, mais il peut pas en parler à son chef direct. C'est son supérieur hiérarchique au sein de la filiale. Il sait qu'il risque une mesure de rétorsion. Il aurait plutôt envie d'en parler au siège, de manière plutôt plus neutre. Plus neutre. Oui, exactement. D'accord. Or, aujourd'hui, en tant que tel, si on applique la loi, ce n'est pas possible, puisque le traitement des alertes doit se faire au niveau des filiales pour les groupes qui ont des filiales de plus de 150 Donc, salariés. ça veut dire aujourd'hui que la loi telle qu'elle est faite empêche le lanceur d'alerte de pouvoir véritablement s'exprimer. Alors, il sera peut-être obligé de passer par le canal externe, ou passer par les facilitateurs, c'est-à-dire une association. Ou un syndicat. Oui, absolument. Non, mais il faut le préciser que les syndicats peuvent être aussi considérés comme facilitateurs. Oui. Alors, ce qu'on utilise nous aujourd'hui, c'est une décision de la Commission européenne du 2 juin 2021 qui permet
de faire une procédure de traitement au niveau des filiales et avec un mécanisme de centralisation des alertes au niveau du siège. Et c'est le cas pour Engie, notamment, on peut citer, qui a un mécanisme centralisé, et GRDF, qui a, au niveau de la filiale, ce système même si la loi et les décrets n'ont pas prévu ces dispositifs, les grands groupes se disent on s'organise nous-mêmes et on crée un organe qui permettra de pouvoir recevoir les plaintes ou les difficultés. Tout à fait. Si les grands groupes qui estiment que ce mécanisme est plus adapté à leur mode de fonctionnement et à la remontée des alertes, oui. À défaut, chacune des filiales d'un grand groupe, si elle dépasse 250 salariés, devra avoir son propre canal de signalement et de traitement. Merci Myriam de Gaudusson. C'est l'aspect restrictif aussi du nombre de salariés qui est assez étrange dans cette loi. Donc il y a peut-être un amendement à faire. Alors on attend soit les mécanismes juridiques contentieux, c'est-à-dire un salarié qui viendrait justement mettre en cause ce système-là, dans le cadre peut-être d'un dossier prud'homal. Bien sûr. Ça peut arriver. Considérant qu'il n'a pas pu s'exprimer librement et a été sanctionné par les propos qu'il a tenus. Tout à fait. Et le siège n'étant pas au courant, ça peut poser un réel problème, ou effectivement par une décision administrative. Merci Myriam de Gaudusson, ravi de vous avoir accueilli. C'est un point de droit très intéressant entre la loi et les décrets. Parfois, il y a des petits oublis. Oui. Avocate en droit social, associée au cabinet Franklin, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse, on vient un petit peu d'en parler finalement, au dialogue social. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le dialogue social très concrètement? Parce qu'on connaît évidemment les enjeux politiques, mais c'est quoi le dialogue social en entreprise? Et puis on va revenir évidemment sur les propos récents d'Emmanuel Macron concernant les retraites, parce qu'il dit qu'il tend la main aux partenaires sociaux, mais ils ne peuvent pas dialoguer, ils font que se concerter. Bref, c'est très complexe. On en parle avec mes invités, des spécialistes de cette question, juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, avec une question alors un peu provocatrice, et je m'en excuse avant, mais par avance, mais le dialogue social est-il mort? Point d'interrogation. On va y répondre avec mes invités. Avec un débat un peu plus philosophique, on parle plus de négociation, mais de concertation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On l'a vu dans le cadre de l'assurance chômage, où effectivement on se concerte. Et puis les partenaires sociaux, alors c'est très peu médiatisé, mais travaillent sur la réforme des retraites. Ça devrait s'arrêter dans un mois. La fumée blanche peut-être sortira des syndicats. On en parle avec mes invités parce que c'est un enjeu fort. Le dialogue social est vraiment une clé, une structure clé dans l'entreprise. On en parle avec Pierre Ferracci. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Pierre. Président du groupe Alpha. Le dialogue social, les syndicats, je dis, vous les connaissez parfaitement et vous allez peut-être nous aider à mieux comprendre. Et c'est du décryptage aussi qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, je rappelle le guide du routard du conseiller CSE. Alors là, c'est un guide extrêmement pratique. Quand vous arrivez dans la fonction, bien, vous découvrez tout ce qu'il y a à faire. Et honnêtement, il y a pas mal de choses à apprendre. Et vous les avez apprises. Vous, Gilles Lécuel, secrétaire national dialogue social CFE-CGC. Avec vous, on est aux premières loges. Bonjour, ravi de vous accueillir. D'abord, un petit mot d'actualité. Le président Macron a parlé il y a quelques jours dans une émission de télévision de toutes les réformes qu'il envisageait. Il a évoqué évidemment les retraites. Vous avez compris ce qu'il a voulu vous dire? Parce qu'on sent qu'il vous tend la main sans vous l'attendre, tout en la relâchant. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Non, je parle aux syndicalistes. Oui. Vous avez compris ou pas? On a compris qu'il voulait continuer comme d'habitude, quoi. Nous faire croire qu'il fait du dialogue social, qu'il veut discuter avec les partenaires sociaux. Mais en finalité, ça se termine par ce qu'il a décidé de faire sans prendre en compte nos considérations, quoi. D'accord. Donc en fait, ce sont des mots, mais dans les faits, il n'y aura pas de négociation. On n'a jamais vu de négociation depuis qu'il est président. Même sur les ordonnances travail qui étaient censées améliorer le dialogue social, il n'y a jamais eu de négociation, que des concertations qui puisaient en bilatéral. On n'a jamais eu de concertation multilatérale pour pouvoir s'exprimer et comprendre ce qu'avaient dit nos collègues et partenaires, quoi. Pierre Ferracci, en décryptage, est-ce que vous rejoignez, est-ce que vous entendez? Parce que le dialogue social, vous dites, c'est un des piliers forts qui structure une entreprise. Et là, on entend un syndicaliste qui dit, mais il n'y a pas de négo. Voilà. Oui, mais moi je suis un farouche partisan du dialogue social à condition qu'il débouche sur des négociations et des compromis.
Par définition, un compromis, c'est quelque chose d'équilibré, où les différentes parties s'y retrouvent. Si le dialogue social n'a pas pour objectif de négocier et de chercher des compromis, au bon sens du terme, Oui. le compromis, c'est l'inverse de la compromission et du consensus mou, le dialogue social, je renvoie toujours au sketch de Coluche que j'évoquais avec Gilles tout à l'heure, ça lasse tout le monde très vite, parce qu'on a l'impression d'être instrumentalisé. Donc la réforme des retraites va être un juge de paix très important. Il vient d'y avoir une réforme de l'assurance chômage où on a vu que les 5 confédérations syndicales, et même les 7 ou 8, si on intègre celles qui ne sont pas considérées comme représentatives au sens légal, étaient vent debout, en tout cas avaient un avis négatif là-dessus. Si sur les retraites, ça se produit aussi de cette façon-là, parce que l'enjeu est quand même beaucoup plus lourd de conséquences que l'assurance chômage, qui est un enjeu important aussi, ça risque de tourner au drame, ou en tout cas à des affrontements dont la France n'a pas besoin aujourd'hui. Je crois, dit-il, ça c'était dans cette émission de France Télévisions, il y a quelques jours, je crois au dialogue social au niveau de l'entreprise. Enfin, c'est intéressant parce que les mots ont un sens. Il y a ce qu'on voit à la télévision et que le grand public voit, c'est-à-dire des manifs, la CGT, Force ouvrière, UNSA, qui était très engagée dans le blocage des raffineries. Et puis là, il y a un président de la République qui dit « Moi, je crois bien, j'aime bien le dialogue social. » Mais au niveau de l'entreprise, il veut dire quoi? Il veut dire que ça marche mieux, le dialogue social, au niveau de l'entreprise, et que tout le reste, c'est de la politique médiatique. Pierre Ferracci, parce que... Mais moi, je n'ai jamais opposé le dialogue et la négociation d'entreprise et puis tout ce qui relève de la branche ou de l'interprofessionnel. Bon, et puis en plus, je développe l'idée que la meilleure façon d'avancer sur le terrain de l'entreprise, c'est aussi d'aller, comme 13 pays européens sur 27 l'ont fait, il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que les pays scandinaves, vers une représentation beaucoup plus forte dans les conseils d'administration. On reparlera des CSE tout à l'heure et des limites de la fusion qui a été opérée il y a 4 ans maintenant avec les ordonnances. Donc l'entreprise, oui, mais ça n'exclut pas des négociations de branche ou des négociations interprofessionnelles. Donc il faut trouver un équilibre, et la présence sur le terrain de négociations fortes, quand elle est encadrée par des engagements sur les branches aussi qui sont aussi puissants, ça a plus de sens et ça a plus de force. Il ne faut pas oublier que dans les entreprises, il y a beaucoup d'endroits encore où les syndicats ne sont pas là. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de représentants. Voilà, donc il y a aussi un vide qu'il faut corriger par des choses qui se passent au niveau de la loi, au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche. Donc c'est un équilibre, c'est pas toute entreprise et en oubliant ce qui a fait aussi la force du dialogue social et de la négociation. Oublions pas les TPE, les PME dans lesquelles il n'y a pas de représentants, où parfois les choses se font de gré à gré, dans des petites structures, puis après il y a les grands groupes évidemment où les syndicats sont présents. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre du terrain? Là, je m'adresse aux syndicalistes. La CFE-CGC qui a un discours fort sur les retraites. François Meril a pris des positions très fermes sur cette question. La CFDT aussi, d'ailleurs, le syndicat réformiste. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier, votre fonction est en train de se diluer et qu'elle est en train finalement de perdre en intensité? Je ne pense pas, puisque déjà tous les chiffres montrent que la CFE-CGC est en progression dans toutes les entreprises. Donc ça veut dire que le discours peut-être fort que l'on porte, il est aussi attendu par les troupes sur le terrain. Dans toutes les entreprises où nous sommes présents, il y a encore un dialogue social de qualité. Il ne s'est pas trop détérioré, je dirais. Oui, vous dites comme le président de la République. Non, mais il ne s'est pas trop détérioré au niveau de la négociation collective. Mais le dialogue social, ce n'est pas que ça. Et le rôle d'une organisation syndicale, c'est également de faire vivre les instances qui font tourner l'entreprise. Et là, le dialogue social s'est clairement détérioré. On va y arriver. Le regroupement, oui. par le regroupement. CHSCT qui devient CSE, on regroupe tout, notamment les questions de santé au travail, mais quand même d'un mot, parce que ça c'est l'actualité, les retraites, puisqu'il est dit que vous êtes en train, vous avez reçu des documents, que ça travaille, on en parle très peu dans les médias. Vous en êtes où là sur ces discussions, cette concertation retraite? Il y a des discussions qui ont été entamées sur plusieurs sujets. Le sujet des retraites devrait arriver début décembre. Début décembre. Voilà. Vous avez eu des documents? Vous avez des choses? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui correspondent à nos demandes. Donc vous avez quoi sur la table? Rien? Pour l'instant, une feuille blanche? On n'a pas plus que ce qu'on avait il y a quelques mois, c'est clair. Excusez-moi, pour le grand public, Pierre Ferracci, là aussi c'est du décryptage, parce que vous êtes un acteur incontournable de ces questions. Les Français ne comprennent rien. On a un président qui dit « mais attendez, les syndicats sont concertés, ils vont travailler ». Moi, j'entends un syndicaliste qui dit « mais il ne se passe rien ». Enfin, quand même, c'est préjudiciable, ça, quand même, pour le climat social du pays. Il faut accepter que vos interlocuteurs aient des positions très différentes des vôtres quand on veut que le dialogue réussisse et que la négociation ait un débouché effectif. Bon, moi j'aimerais qu'il vienne y avoir un débat sur l'assurance chômage, ou en tout cas un débat au Parlement qui a été assez vite expédié, qu'on ne prenne pas le débat sur les retraites par le petit bout de la lorgnette.
L'assurance chômage, on a parlé des problèmes de cycle. Quand la situation va bien, les indemnités sont moindres. Quand elle va mal, elles sont plus grandes. On sait très bien que le problème du chômage, ça ne se résume pas à ça, qu'il y a aussi des enjeux d'attractivité des métiers, qu'il y a des enjeux de formation professionnelle pour s'adapter aux métiers de demain, et que là-dessus, on a encore du chemin à faire, même s'il y a des choses qui ont été faites dans la dernière période. Bon, sur les retraites, c'est pareil. La question on a évoqué le 49.3 ou un amendement, vous vous rappelez, hein, enfin, tout à fait. C'est sérieux. La question de l'âge de départ est peut-être à discuter, mais il y a un taux d'activité aujourd'hui, notamment sur les 55 ans, 64 ans, qui est 10 points inférieur à celui qu'on rencontre en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Il faut s'attaquer à ça. Et ça, ce n'est pas simplement parce que ceux-là, ils ne sont pas à l'âge de la retraite. Ils sont encore en activité. On sait très bien qu'il y a eu un schéma ces dernières années qui a fait que les entreprises ont parfois abusé des départs précipités et elles le font encore à la retraite, et elles le font encore. Donc c'est des sujets à traiter. L'insertion des jeunes sur le marché du travail, on sait très bien qu'on entre chez nous plus tard et dans des conditions plus difficiles que dans certains pays. Voilà. Donc après, il y a des débats en Allemagne. Je veux dire, tout n'est pas rose. Hein. Je veux dire, il y a des petits boulots qui sont l'héritage de la politique de Gerhard Schröder à une époque, qui ne sont pas non plus la tasse de thé et le Graal d'une politique. Et un SMIC très récent. Mais il faut tout mettre sur la table et ne pas se focaliser sur un des éléments de la réforme en oubliant d'autres qui sont beaucoup plus fondamentaux encore. Oui, je mets de côté les retraites, qui est le sujet médiatique qui cristallise les tensions, parce que les syndicats appellent déjà, pour certains, à redescendre dans la rue et à se battre. Le CSE, intéressons-nous un instant à cette institution, parce que pour la petite histoire, c'était auparavant le CHSCT, Santé au Travail, puis tout ça a été regroupé. C'était quoi la philosophie? C'était de réduire le nombre de syndicalistes? C'était de passer un peu au courbouillon le nombre de syndicalistes? C'est un peu ça l'idée? Non, je suis un peu provocateur, mais c'était un peu ça la philosophie quand même. L'idée, c'était un peu peut-être de professionnaliser les syndicalistes en leur confiant toutes les missions de l'entreprise. C'est complètement impossible à réaliser. Pourquoi? Ça représente un volume de travail Déjà, ça représente des missions qui sont complètement différentes. Et je crois que Pierre sera d'accord avec moi. Il a des experts qui parlent de la partie CHSCT, santé, sécurité. Il a des experts qui parlent de la partie économie de l'entreprise. Et c'est complètement différent. Et vous avez toutes les casquettes. On nous a dit quand il y a un PSE, eh bien, il y a deux instances qui parlent du même sujet. Ils parlent peut-être du même titre, mais derrière, il y avait c'est pas les mêmes enjeux. Chapitres. Il y avait des chapitres qui étaient complètement différents. C'était pas les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, je le dis, tous les experts envoyaient des équipes qui étaient différentes pour traiter le sujet qui était le PSE peut-être, mais avec une vision complètement différente. Hier, j'ai croisé un DRH par hasard dans la rue, parce qu'il y a pas mal autour des studios d'entreprise, et je croise ce DRH et qui me dit « Je dois partir, j'ai un rendez-vous avec les syndicats du CSE ». Et j'ai vu dans son regard une petite angoisse, un petit... Enfin, c'est des moments de friction, de tension. Qu'est-ce qui s'y passe, Pierre Ferracci, dans ces espaces D'abord, moi, je n'hésite pas à dire que la fusion telle qu'elle a été mise en place est un échec. 4 ans après les ordonnances. Alors c'est un échec d'abord pour une raison, dès le départ, qui a été mise en avant et qui n'était pas la bonne. On a fusionné les CE, les CHSCT et les délégués du personnel. Exactement. Et les délégués, il fallait les laisser de côté. Après une fusion CE-CHSCT, pourquoi pas? Ça pouvait se discuter. Mais vous savez, quand vous faites une fusion d'entreprise, je le disais à Gilles avant notre échange, vous dépensez plus d'argent. Une fusion, ça coûte au départ. Là, on a commencé par réduire les moyens des élus. Aujourd'hui, vous avez des réunions de CSE avec des ordres du jour démentiels, avec des sujets, comme le dit Gilles, qui sont de nature très différente. Très technique, sur la santé au travail, sur la stratégie d'entreprise, sur l'emploi, sur la formation professionnelle. Et je veux dire, ça ne marche pas. Et ça marche au prix d'efforts de contorsion de la part des syndicats, comme des directions d'ailleurs, qui ne s'y retrouvent pas toujours, avec ces ordres du jour démentiels, et surtout avec une réduction de moyens. Donc la professionnalisation, d'abord, est-ce que le concept de professionnalisation pour des syndicalistes est le bon? Alors quand même c'est compliqué ça. Alors qu'en même temps, on limite le nombre de mandats. C'est un peu paradoxal. Ouais. On veut à la fois les professionnaliser tout en disant... Mais, à un moment donné, pas longtemps. Mais voilà. surtout, je pense qu'on a réduit le nombre d'intervenants du côté des syndicats, alors qu'on est aujourd'hui dans un pays qui a besoin d'un souffle démocratique. On va solliciter les citoyens, ou parfois on fait semblant de les solliciter. Du côté des syndicats, il faut laisser aussi un peu plus de liberté dans l'expression du collectif et ne pas réduire à quelques professionnels du syndicalisme. Je pense que les syndicats ne sont pas d'accord avec ça.
ça le traitement de sujets qui intéressent tous les salariés de l'entreprise. Être au plus près, et justement la professionnalisation fait qu'on éloigne finalement un peu plus des réalités du terrain. Quand même sur le fond, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la CFE-CGC cartonnait et progressait en termes d'adhésion, il faut le dire clairement. C'est d'une manière générale, il y a une désyndicalisation. Comment vous l'expliquez, vous qui observez ces questions de dialogue social? Les Français, dans leur majorité, tournent le dos aux syndicats. Le fait peut-être le plus important, c'est que être adhérent d'une organisation syndicale n'apporte aucun avantage par rapport aux autres salariés de l'entreprise. Et on pourrait peut-être réfléchir à ce qui se fait dans les pays nordiques, où il y a 80% de syndiqués. Pourquoi? C'est parce que les accords, certains accords ou toute partie des accords bénéficient à ceux qui sont adhérents à une organisation syndicale. Ouais, adhérents, et voilà. Ceux qui n'y sont pas n'en bénéficient pas. Parce que l'accord bénéficie à tout le monde. Voilà, exactement. On est d'accord. Donc c'est une idée qu'on relance, c'est une idée que nous avions portée en 2008 lors de la représentativité, où pour nous, il nous paraissait légitime, loi importante à l'époque, voilà, que les organisations syndicales soient jugées représentatives, non pas par l'élection, mais par le nombre d'adhérents qu'elles portaient. C'est ça, donc on se compte, pour le dire simplement, on se compte. Voilà. Pierre Ferracci, quand même, cette question de la désyndicalisation, c'est un vrai sujet quand même. Oui, tout à fait. Il y a la raison qu'évoque est une raison fondamentale, qu'évoque Gilles, et il y a la nature du syndicalisme dans les pays scandinaves où en Allemagne n'est pas du tout la même, et on accède à des services du côté de l'assurance chômage par exemple quand on est syndiqué. Bien entendu, ça incite quand même plutôt à l'être. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des choses qui relèvent aussi des syndicats eux-mêmes. Là, ça fait parfois l'objet de débats entre nous. Le mouvement syndical français est trop éclaté. Alors, je ne parle pas d'une confédération unique comme dans ces pays-là, comme en Allemagne, comme en Grande-Bretagne. Mais au moins l'Italie, l'Espagne, où il y en a 2, où il y en a 3. Chez nous, il y en a 5 représentatifs, auxquels il faut ajouter aujourd'hui un peu l'UNSA, un peu Solidaire, la FSU dans le secteur public, même si elle mord sur d'autres terrains. Bon, là, moi, je pense qu'il devrait y avoir un jour une forme de concentration intelligente, comme ça a été le cas il y a très très longtemps. Alors, il y aurait 2 blocs finalement, quoi. Il y aurait les radicaux, ceux qui seraient... moi j'aime bien d'ailleurs ce que dit la CFE-CGC là-dessus. Couper le syndicalisme en 2 blocs, un dit réformiste, l'autre protestataire, c'est pas forcément... à l'image de notre histoire, Pierre Ferracci. Oui, mais les syndicats qui gagneront seront peut-être demain un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut savoir négocier, il faut savoir signer des accords. Mais aussi... De temps en temps, il faut savoir descendre dans la rue, et ça se passe y compris dans les pays qu'on évoque, où il n'y a qu'une seule confédération. Je veux dire, il faut refonder en profondeur la façon dont les salariés sont représentés dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'à côté du syndicalisme, moi je pense qu'il faut que les syndicats, ou les représentants des salariés en tout cas, soient plus présents dans les instances qui prennent les décisions. Les CE, les CHSCT hier, le CSE aujourd'hui... Les conseils d'administration, il ne faut pas les oublier. Voilà, conseil d'administration et conseil de surveillance. Alors que les CSE aujourd'hui commentent les décisions qui sont prises, traitent les conséquences de ces décisions. Dans les pays qu'on évoque, et c'est pour ça que le syndicalisme est aussi plus puissant, les syndicats, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Un copartage. Alors ils copartagent, ou en tout cas ils s'expriment davantage au moment où les décisions sont prises. Ils peuvent ne pas être d'accord, comme un actionnaire minoritaire n'est pas d'accord avec un actionnaire majoritaire, mais au moins ils sont entendus. Et après, ils traitent le quotidien dans la gestion de l'entreprise, et je pense que cette complémentarité, elle est utile. Chez nous, il y a eu la loi Pacte qui a fait quelques avancées. C'est vrai. Enfin, elles sont avancées. Elles sont très timides. On va se quitter, mais Pierre Ferracci, il va se passer peut-être un événement qui peut transformer finalement l'image du fameux syndicat radical qu'est la CGT. Philippe Martinez, qui était quand même en première ligne il y a quelques semaines pendant le blocage des raffineries, avec ses militants qui parlaient abondamment. Peut-être que le secrétaire général de la CGT va devenir une femme, ça c'est une volonté, mais elle vient du secteur de l'éducation. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas du monde ouvrier, c'est-à-dire cette histoire du mouvement ouvrier français avec l'émanation de la CGTU, de la CGT, pour aboutir à cette CGT dure. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être quelque chose une révolution qui peut peut-être amener à transformer la CGT de l'intérieur? C'est une femme et c'est une chercheuse. Alors écoutez, je connais bien cette organisation, comme je connais bien d'autres organisations. Vous les connaissez toutes. Je vais éviter de me mêler de la succession de Philippe Martinez. J'espère d'abord qu'elle se passera mieux que celle de Bernard Thibault. Parce que je pense que le mouvement syndical a besoin de syndicats forts. Aujourd'hui, ils sont nombreux, mais au moins qu'ils soient forts. Et la CGT, comme la CFE-CGC ou la CFDT par exemple, et les autres, ont besoin d'être solides. Donc il faut déjà réussir cette transition qui n'est pas facile.
je ne vais pas vous révéler que du côté de la CGT, il y a des courants un petit peu divers et contradictoires. C'est pour ça que je sondais votre cœur. Avant même savoir si ça sera une femme ou pas, c'est vrai que l'émergence des femmes, c'est pas le patron du groupe Alpha qui est en train de passer le témoin à une directrice générale qui est une femme qui va vous dire le contraire. Ah, Estelle. L'arrivée d'une femme, ça peut être quelque chose d'important. Elle vient d'une fédération qui n'a pas un poids important dans la CGT. Laissons se dérouler tranquillement le débat. Je ne suis pas sûr que le débat soit aussi tranquille que ça, pour ne rien vous cacher. C'est intéressant parce qu'on va se quitter, mais quand même, on parle beaucoup de politique. Parfois, les journalistes font des tweets ou des articles. On sait peu de choses de ce qui se passe en coulisses dans les syndicats. Et souvent, la bataille fait rage. Et souvent, c'est tendu, même en interne. Et on le voit à la CGT. À fleuret moucheté, ce n'est pas médiatisé, mais ça tape dur. Je crois qu'on a la chance à la CFE-CGC d'avoir un leader qui a su justement rassembler tout le monde. Et on est au 2e mandat de François Omril. Toutes les décisions majeures politiques de notre organisation sont prises en comité directeur où tous les représentants des fédérations sont présents. Et on n'a jamais fait appel à un vote pour arriver à des décisions unanimes lors des comités directeurs, malgré des périodes difficiles où on parlait de retraite. Il y a eu des choix à faire. On va en reparler. Il y a eu des choix à faire en 2019, notamment. Est-ce qu'on va ou est-ce qu'on va pas dans la rue et le comité directeur a toujours tranché d'une manière unanime et sans qu'on ait à faire un vote. C'est bien que quand on discute, même si la diversité des propos alimente le débat, eh bien, si on est intelligent, tout se passe bien, on arrive finalement à une décision partagée et comprise par tous. On suivra le débat des retraites et la manière dont les syndicats se positionnent, ou en tout cas actionnent le levier de la manifestation, et puis évidemment l'élection, la nomination de cette femme ou pas au sein de la CGT, parce qu'en effet, les choses sont peut-être moins simples qu'il n'y paraît sur le papier. Merci Pierre Ferracci, vous l'avez dit comme ça un petit pointillé, vous êtes en train doucement de transmettre le flambeau. Peut-être viendrez-vous nous en parler sur le plateau, parce que ce beau groupe Alpha, effectivement, vous avez continué à le regarder quand même. Vous avez mais bien sûr. On quitte pas J'accompagne encore pendant 2 ans Estelle. Et voilà, puis, c'est ça. Ensuite, il y a un changement qui s'opère. Et le bateau. Il vaut la peine d'être évoqué parce qu'il peut concerner d'autres entreprises que le groupe Alpha, puisque j'ai prévu d'apporter une partie du capital de ce groupe à une fondation. Et la question des fondations actionnaires en France, je pense qu'elle mériterait d'être posée. C'est vrai. Elle existe dans les pays scandinaves ou en Allemagne, et je crois qu'elle peut permettre de transformer l'actionnariat de façon positive pour les salariés et pour la dynamique de l'entreprise. Le partage de la valeur, qui est un sujet essentiel. Merci à vous, Pierre Ferracci, président du groupe Alpha. Votre livre, Le Guide du routard du conseiller CSE, c'est un livre très intéressant, technique, mais passionnant quand on veut s'engager. Et puis je remercie Gilles Lécuel, qui est secrétaire national dialogue social CFE-CGC. Merci à vous deux. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse à la rétention des talents, mais des talents au féminin. Comment faire ? On va en parler avec Drifa Choulet. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes coach, le premier jour, c'est le nom de votre structure. Vous avez choisi, c'est vraiment votre sujet, vous y tenez, c'est un sujet qui vous tient très à cœur, la rétention de talents au féminin. Le fond, c'est quoi ? C'est la parité en entreprise qui se joue là à travers ce sujet ? Oui, c'est la parité, cette parité chère à la fois au pouvoir public et aux entreprises. Je vous rappelle que l'idée est d'arriver à 40% de femmes dans les instances dirigeantes en 2030. Mais pour ça, il faut que ça suive, que les viviers féminins aillent jusque-là et aient envie de rester et d'aller jusque-là. Il y a 2 sujets dans ce que vous évoquez, c'est aille au sens hiérarchique, progresse, et est en vie. Absolument. On commence par quoi ? Parce qu'il y a le désir, d'y aller, et beaucoup de femmes disent « moi je ne veux pas ». Oui. C'est quoi les freins ? Qu'est-ce qui les bloque, ces femmes les freins talentueuses et pas, j'allais dire pas que talentueuses. Ce qui les freine, c'est qu'on ne leur demande pas vraiment leur modèle de réussite et que finalement, ce phénomène qui s'appelle l'opting out et qu'une autrice nommée Céline Alix a résumé dans un livre excellent, je vous conseille, qui s'appelle « Merci mais non merci », les amène à dire, puisque l'entreprise ne me permet pas de me réaliser professionnellement à l'intérieur, je vais aller inventer mon modèle de réussite. Je crée ma boîte, en fait. Je crée ma boîte. C'est ça. Mais l'idée n'est pas forcément tous de devenir entrepreneur. Et l'idée est de maintenir une diversité de genre, déjà, et pas que, essentielle au sein de l'entreprise. Or, les femmes, aujourd'hui, je le crains, deviendront peut-être à un moment un peu comme les dinosaures, vous savez. Mais
dans ce que vous dites en creux, vous dites finalement, on est en train d'entrer dans un phénomène où, comme les femmes ne trouvent pas leur place en entreprise, elles sortent de l'entreprise. Oui. C'est un phénomène, il existe là. C'est en ce moment. C'est un phénomène réel qui existe, qui était latent, qui touche peut-être certaines industries plus que d'autres, mais auquel il est néanmoins essentiel de s'intéresser en vraiment repensant, en sortant de la boîte et en repensant le modèle qui permettrait de retenir ces talents spécifiquement féminins. Quels sont les secteurs ? Il y a des secteurs particuliers où, j'allais dire, les femmes ont plus de mal à trouver leur place. Oui, alors je pense déjà à des secteurs sous-représentés déjà dans les études. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, on touche à peine la barre des 30% de femmes étudiantes. Dans le secteur de la tech, seulement 15% des femmes sont développeurs. Ensuite, on peut penser à des bastions plus masculins, on peut penser à certains métiers du conseil, à certains métiers de la banque, et voilà, et l'industrie peut-être plus généralement. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces femmes ? Parce que on entend que certaines ne trouvent pas leur place et créent leur entreprise. C'est quoi ? C'est un désir de liberté ? C'est un désir d'exprimer leur qualité propre ? Je vais vous surprendre. En fait, elles veulent tout, ce qui est plutôt bien. Belle ambition, belle promesse. Elles veulent pouvoir faire carrière, pouvoir gérer leur vie personnelle, qu'elles aient ou non des enfants, je tiens à le dire, je pense que c'est important. Mais elles veulent que l'entreprise leur permette de se réaliser. Et pour les entreprises, il y a vraiment quelque chose d'essentiel à entendre aujourd'hui, parce qu'encore une fois, à titre personnel, parce que je le constate, peut-être parce que je l'ai vécu, il y a une déperdition au fur et à mesure, et la représentativité au sommet de l'entreprise, la représentativité de genre, mais pas que, est essentielle, notamment, Arnaud, il convient de rappeler que les femmes sont aussi des clientes. Et des consommatrices. C'est vrai, c'est vrai. La difficulté, on le sait, c'est d'accéder à ces postes. Et la loi Rixain, par cette loi qui crée des quotas, va permettre aux femmes d'accéder au COMEX, donc à la tour de contrôle de l'entreprise. Il y a quand même un enjeu fort, c'est que quand vous entendez des femmes, elles vous disent « mais j'ai aussi une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai une charge mentale ». Est-ce qu'il ne faut pas aussi réinventer tout ce qui est exogène à la vie de l'entreprise ? Mais complètement. Parce que c'est un vrai sujet, ça. Mais c'est un vrai sujet, et c'est un sujet sociétal, enfin je vais dire quelque chose d'assez basique, jusqu'à nouvel ordre. Ce sont encore les femmes qui portent les enfants. Donc ça concerne aussi toute la société, tout ce débat sur les retraites, par exemple. Tout cela fait partie d'une réflexion globale. Donc il y a quelques pistes, je pense, assez simples. D'abord, écouter les femmes, leur demander quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui ferait qu'elles continuent à vouloir progresser au sein de l'entreprise. Et ensuite, penser à des choses comme des aménagements de flexibilité qui permettent de combiner et qui finalement ne les poussent pas à jeter l'éponge. Oui, c'est pas jour-nuit, c'est pas un ou deux. Vous choisissez ce poste avec toutes les contraintes, ou alors vous le prenez pas. C'est l'idée d'assouplir, créer de la souplesse. D'assouplir et de démystifier ce qui fait peur dans la prise de responsabilité, qui est plus je monte, plus j'ai des responsabilités, plus j'ai de la pression. Et moins je pourrais avoir ma vie à côté. Ce qui est assez intéressant. Donc on sacrifie sa carrière en disant aux dépens de sa vie personnelle. Complètement, en faisant ce choix. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes, parce que ce débat n'est pas nouveau, ouvrent la voie et qu'aujourd'hui, tout ce dont je vous parle est également vécu par les hommes, en fait. Il y a quelque chose qui s'étend là-dedans. C'est vrai, parce qu'eux-mêmes ont conscience qu'il faut aussi s'occuper de ses enfants. Merci Drifa Choulet d'être venue nous rendre visite pour ce sujet qui vous tient à cœur. Le premier jour, c'est votre entreprise, vous êtes coach. C'était un vrai plaisir de vous accueillir dans notre émission. On termine, et je remercie toute l'équipe, évidemment, Raphaël à la réalisation, je remercie Alexis au son, je remercie Nicolas Juchat, bien entendu, et Léa pour l'accueil, invité. Merci à vous pour vos messages, votre fidélité. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Bye bye.